Tiers livre, écran de nuit, semaine consacrée à cet étrange ensemble que Lord Dunsany publie en 1915 sous le titre de 51 histoires. On est à le numéro 3 des 5, un principe un petit peu différent. Dans ces 51 histoires, 5 brèves où le thème de la mort est dominant. Et demain, pour conclure, 5 brèves ou moins brèves où le thème de la ville est dominant. Et c'était cette montée comme ça de la peur intérieure au destin de la communauté que je voudrais explorer, comme d'aller au fond d'un grand tunnel. Et mine de rien, si l'essentiel c'était ça, qu'en venant ici, moi j'ai le plaisir de raconter des histoires, d'apprendre à raconter des histoires. Et peut-être vous, de se laisser aller à écouter une histoire. Est-ce qu'on sait le faire encore si bien que ça? Dunsany. Le temps est l'artisan. Le temps, une fois qu'il rôdait de par le monde, ses cheveux gris n'ont pas de faiblesse, mais de la poussière prise à la ruine des villes, entra dans un magasin de meubles et se dirigea vers le rayon des antiquités. Et là, il vit un homme patinant le bois d'une chaise, en y appliquant de la teinture et la battant d'une chaîne pour y imiter le travail des vers. Quand le temps découvrit qu'un autre accomplissait son propre travail, il resta près de lui un instant et le regarda dubitativement. Enfin, il dit « C'est pas comme ça que je travaille. » Et il fit virer au blanc les cheveux de l'homme, et voûta son dos, et creusa des rides dans son visage maigre et fourbe, puis se détourna et sortit, parce qu'une puissante cité, devenue lasse et malade, qui depuis longtemps gênait dans le paysage, avait douloureusement besoin de lui. Bon, évidemment, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on était plus sur la mort, demain plus sur la ville. Simplement, chez Dunsany, les deux sont totalement indémêlables en permanence. Après l'incendie, quand se produisit ce qui avait été si long à se produire, et que le monde heurta une noire étoile non répertoriée d'extraordinaires créatures surgies de quelque autre monde, vinrent fouiller parmi les cendres pour examiner s'il y avait là quelque chose qu'il serait au moins bon de se remémorer. Ils parlèrent de ces grandes choses que le monde avait été réputé avoir. Ils mentionnèrent le mammouth, et maintenant ils voyaient les temples des hommes, silencieux et sans vitres, dressés comme des crânes vides. « Il s'est passé de grandes choses ici, dit l'un, dans ces lieux immenses. »« C'étaient les mammouths, dit un autre. »« Quelque chose d'encore plus grand, dit un troisième. » Et ils découvrirent alors que la plus grande chose au monde avait été les rêves de l'homme. En plus, j'ai imprimé sur une feuille. Il faut se passer de la salive sur le bout du doigt pour les démêler. C'est rare que je fasse ça, mais c'est pas simple à lire. Si le moindre petit décalage, on peut se déraper comme les pieds dans un tapis. Et quel bon exercice quand on est soi-même le traducteur de ces textes. C'est pour ça que j'ai besoin de le faire. L'histoire suivante s'appelle « On perd à tous les coups ». Losing Game. Une fois, dans une taverne, un homme se retrouva visage contre crâne avec la mort. L'homme se comporta gaiement, mais la mort ne salua personne, s'assit et appliqua ses mâchoires sur un sinistre vin rouge. « Viens, viens, disait l'homme, on a été ennemis assez longtemps. Si je devais perdre encore, je n'en serais pas triste pour autant. » Mais la mort restait à l'écart, contemplant son verre de vin sans condescendre à un mot de réponse. Alors l'homme s'approcha d'elle respectueusement et lui parlant tranquillement, avec entrain. « Viens, viens, ne prends pas cela pour un échec. » Et la mort demeura lugubre et crispée en suçant son vin de l'infamie, et ne leva pas les yeux vers l'homme et se refusa d'entrer en compagnie. Mais l'homme détestait le lugubre aussi bien dans la bête que dans les dieux.
Et cela le rendait malheureux de voir la peine de son adversaire, et encore plus s'il en était la cause, et à nouveau il tenta de lui plaire. « Est-ce que tu n'as pas exterminé le Dinaterium, dit-il. Est-ce que tu n'as pas vidé la lune? Pourquoi? Tu me battras encore ?» Et la mort eut un aboiement sec, soupira et ne dit rien. Et maintenant, l'homme s'était levé, parti à d'autres occupations, parce qu'il ne savait pas si la mort soupirait de pitié pour son adversaire, ou parce qu'elle n'aurait plus pareil sport quand le vieux jeu serait clos et que l'homme aurait disparu. Ou bien que peut-être, pour quelque obscure raison, elle ne souhaitait pas répéter sur la terre son triomphe sur la lune. C'est quand même balèze, hein. Très belle, très poésie. Justement, cette dimension poétique de la prose de Dunsany qui a tant avalé Lovecraft dans son sillage. Le poète arriva à un grand pays dans lequel il n'y avait pas de chants, et il plaignait avec empathie une nation qui n'avait aucun de ces petits chants idiots pour se chanter le soir à soi-même. Et puis finalement, il se dit « Je vais leur en composer quelques-uns de ces petits chants idiots pour rester joyeux sur les chemins et heureux devant le feu. » Et pendant plusieurs jours, il écrivit pour eux quelques chants futiles, comme en chantent les servantes de maison sur les collines dans les vieux pays heureux. Alors il partit à la rencontre de ceux de ce pays, alors qu'ils étaient assis, là, du travail de la journée, et leur dit « Je vous ai écrit quelques chants futiles, en partant de ces contes et légendes sans raison, et qui ont parenté avec le vent dans les vallées de mon enfance. Et vous auriez profit à les chanter dans vos soirs inconsolés. » Et ils lui répondirent « Si tu crois qu'on a du temps pour cette sorte de non-sens de nos jours, alors tu ne dois pas en savoir beaucoup des progrès du commerce moderne. » Alors le poète pleura, tout en disant « Hélas, les voilà damnés. » Et vous avez vu comme de quelque chose d'apparemment léger, futile, juste sur cette idée du chant, comme Rimbaud avec ses enluminures sur les manèges, comme la fin brutale renvoie tout sur le présent du monde, quel que soit l'âge de ce présent. Une dernière, l'ange et le ver. Sorti en rampant des tombes de ceux qui ne sont plus, un ver tomba sur un ange. Et ensemble ils contemplèrent les rois et les royaumes, les jeunes hommes et les filles dans les villes des hommes. Ils virent les plus âgés cloués à leurs chaises et entendirent les enfants chanter dans les champs. Ils virent les guerres lointaines, les guerriers et les villes dans leurs remparts, la sagesse et les atrocités, la pompe des rois et tous les peuples de toutes les terres qu'embrassait la lumière du soleil. Et le ver parla à l'ange, disant « Ma réserve de nourriture !» Et il allait silencieux le long du rivage de la mer, au bruit sans nombre, murmura l'ange, parce qu'il marchait près de la mer. « Et cela aussi tu pourras le détruire ?» Dans sa colère, le ver pâlit à en devenir gris, et cela rendait malade rien que de le voir. Cela faisait 300 ans qu'il essayait de détruire ce verset dont la mélodie encore l'obsédait tout entier. Dans le texte de Dunsany, ce vers de Homère, Iliade 1:34, ne porte aucune indication de contexte. Vous êtes supposé connaître Homère par cœur. Homère est une sorte de passant régulier dans ses 51 histoires. Et Dunsany ne le traduit pas, il le laisse en grec dans son texte. Aujourd'hui, pour nous, c'est un peu plus costaud. Alors, on pourrait faire, il y a ça dans Kenneth Goldsmith, dont je parlerai la semaine prochaine, par exemple, prendre toutes les traductions de Homère existantes dans notre langue depuis l'origine, prendre chaque fois le 1:34 et faire un texte qui ne soit composé que de la suite de ces traductions d'un vers toujours quasiment inaccessible. J'ai pris simplement celle de Le Comte de Lille, parce qu'au XIXe siècle, c'est elle qui faisait loi, et donc encore au début du XXe siècle. Et il allait silencieux le long du rivage de la mer, au bruit sans nombre. La mort peut bouffer tout ce qu'elle veut, le ver peut bouffer tous les morts qu'il veut, mais l'œuvre littéraire, là où
Le poème a échappé aux hommes. Est-ce que ça, il peut l'attraper? Don Ceni, 51 histoires. Demain, on glisse de la mort à la ville.